il y a un président qui a été élu avec 73%, 74% par la population. Il a un mandat de 5 ans. Sur le plan calendaire, bien sûr. Laissez-les finir son mandat. Lorsque il y a des acteurs politiques qui font des propositions du genre que les problèmes c'est le président Tshisekedi, qui un narratif qui est un contresens historique, qui est en déphasage avec les factuels, d'où tire-t-il cette proposition-là de demander au chef de l'État en fonction de se mettre sur la touche et organiser une transition, etc. La France a même demandé à ce qu'il y ait les dialogues voulus par la SENCO et l'ECC. Il y a eu Monseigneur Fulgence Muteba qui a dit ils étaient soutenus par le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Pensez-vous que la messe est déjà dite? Nous devons nous conformer à la résolution 2773, à laquelle tous les États sont censés respecter. Et une initiative de la SENCO ne peut quand même pas supplanter une résolution des Nations Unies. Mais l'initiative de la SENCO, il y a eu plus les adhérents, donc les éléments de la crise. Vous savez, la résolution des Nations Unies, et consorts. La résolution des Nations Unies a déjà planté le décor. C'est une mixiture du sommet de Luanda et de Nairobi. Je ne vois pas l'opportunité justement de cela. Moi, j'ai commencé depuis qu'ils ont commencé leur mission, je parle de la SENCO, l'ECC, je me suis positionné contre ces démarches. Si vous dites que ce n'est pas le cas, donc vous l'avez Kagame qui a volé nos minéraux, il a vendu ça au Qatariens, donc Kagame n'est pas un voleur. Les Rwandais sont en train de nous suivre. Non, non, vous ne m'avez pas compris. Okay. Ici, on parle de Doha. Doha? J'ai dit que Doha... Attendez, vous dites, il y a le reseller de bonne foi. Voilà. Par exemple, vous avez dit, vous savez, un reseller qui a acheté un bien qui ne savait pas que c'était pas les biens de la personne qui lui a vendu. Ouais. Quand il constate que non, ce n'est pas son bien, ces resellers peuvent vous le rendre. Alors, dans ces cas ici, les resellers savent que c'est Kagame qui est le voleur. S'il vous plaît. On a identifié les voleurs. Kagame mais on appelle les propriétaires et les voleurs, c'est les resellers qui veulent réconcilier. Non, non. Kagame a fait miroiter aux gens, a dit à qui voulait l'entendre que son sol regorge aussi des métaux rares, regorge des minerais. On a vu lorsqu'il a reçu les sénateurs américains qui étaient ici, il lui a fait visiter sa raffinerie d'or ou quoi, je ne sais pas, pour lui faire changer d'avis par rapport à ces narratifs qui consistent à incriminer le Rwanda comme étant les voleurs, comme étant celui qui fait même bas sur nos richesses. Doha pourrait être aussi désorienté dans ce sens-là. C'est là que je dis, si c'est un reseller de bonne foi et qui se propose de réconcilier le président Tshisekedi au président Kagame, je trouve que cette initiative est la bienvenue. Parmi ces matières, il y a la forme de l'État. C'est-à-dire le fédéralisme va nous conduire à réformer l'article 220 alors qu'il est intangible, va nous conduire à doter notre pays d'une nouvelle constitution. D'ailleurs, s'agissant du fédéralisme, nous avons les États fédérés et l'État fédéral. Chaque État a sa constitution. Les États là, les États fédérés ont leur constitution. Ils ont leur loi qui les régit. Ils ont leur loi. L'État fédéral aussi. Et ces constitutions s'équivalent quasiment. La constitution de l'État fédéral et des États fédérés.
Et je pense que ils ont rejoint l'approche du président de la République s'agissant justement de la constitution actuelle. Les chefs de l'État avaient ouvert le bal. Les chefs de l'État avaient donné l'occasion à tous les intellectuels congolais, que vous soyez de l'opposition comme de la majorité, de venir apporter votre pierre à l'édifice, réfléchir sur les biens fondés de la constitution actuelle. Mais ils ne lui ont pas donné l'occasion. Ils l'ont taxé de tous les noms. Abonne-toi et nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Une fois de plus, chers Congolais, nous vous disons merci pour votre fidélité à cette grande émission au Centre TV. Vous nous suivez un peu partout dans le monde en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV et Delcas Télévision, aussi sur Communication Plus TV, Facebook Communication Plus et au Centre Facebook. Vous êtes en train de nous suivre et cette émission est relayée dans plus de 16 chaînes, 10e Télévision et tant d'autres. Une fois de plus, vous étiez très nombreux. Vous m'avez demandé de les chercher parce que il a la responsabilité de vous défendre. Lui, il s'appelle Honorable Francis Tchibalabala. Il est l'élu de Tchangou. Vous m'avez dit, il vous avait abandonné. Il était parti en Europe, là où il n'y a pas les inondations. Il est ici avec nous. Honorable Francis Tchibalabala, soyez le bienvenu. Merci Dauphin. Je précise que vous êtes ancien vice-président de l'Assemblée provinciale, donc honoraire. En effet. Est-ce que c'est une honte aujourd'hui que Francis Tchibalabala, qu'on les cite comme l'un de ceux qui ont tué la ville parce que vous étiez l'ancien vice-président de l'Assemblée provinciale? Bon, je crois que il faut faire le parallèle entre les deux institutions de la ville. Nous avons le gouvernement provincial, nous avons l'Assemblée provinciale. Donc, nous sommes un organe de contrôle. Nous sommes là pour contrôler l'exécutif provincial et pour légiférer. Vous comprenez? Représenter subsidiairement nos électeurs. L'exécutif est là pour gérer la ville au quotidien. Ce n'est pas l'Assemblée qui gère la ville. Vous comprenez? Donc on ne peut pas ici nous rendre comptables d'une gestion considérée par d'aucuns comme étant chaotique. Je pense que ça serait une très mauvaise lecture, un très mauvais jugement par rapport à la stricte vérité des choses. Mais par rapport à notre rôle de parlementaire, je crois que nous l'avons assumé avec brio. Je parle de moi personnellement. Je vous informe d'ailleurs, peut-être que vous n'avez pas cette information. Vous informez au public. Oui, c'est vous qui me recevez. Je vous informe et le public, par votre truchement, saura que tout au long de notre législature, nous n'avons pondu qu'un seul édit. C'est mon édit. Un seul. L'édit 0001 portant protection des emprises des routes, espaces publics dans la ville de Kinshasa. Vous pensez que d'autres, vos collègues ne travaillent pas? Non, je parle de moi. Vous m'avez indexé, laissez-moi vous défendre. Non, mais j'aimerais savoir. Voilà. Je n'ai jamais été cité dans de malversations. J'ai un nom propre. Et je veille sur la propriété de ce nom. Vous savez, j'ai construit ma réputation au prix de beaucoup de sacrifices. Je me suis privé de tous les conforts possibles. Je me suis privé de beaucoup de choses pour conserver l'image que j'ai, cette image de marque que j'ai. Je vous informe que dans cette ville, je n'ai jamais obtenu un contrat avec la ville. Jamais, même pas une seule fois. Okay. Ni comme avocat,
conseiller de la ville, j'en avais la possibilité parce que j'étais la troisième personnalité de la ville. Je pouvais me constituer conseiller de la ville et se faire payer mensuellement, au prorata bien entendu du service du travail que j'aurais rendu à la ville. Rien de tel. La ville organisait on balayait les rues, etc. Il y avait des ONG dont certains bénéficiaient même jusqu'à hauteur de 50 000 $, 30 000, 20 000. Vous comprenez? J'ai une fondation, mais je n'avais jamais aligné ma fondation pour bénéficier de cette somme-là. Donc il y a vos collègues qui ont aligné. Vous êtes journaliste, vous savez qu'il y a eu des collègues comme ça, qui étaient en contrat avec la ville, etc., pour balayer les artères, etc. Mais ce qui n'est pas mauvais. Mais moi, je ne dis pas que c'est mauvais. Okay. Mais tout simplement, vous savez pourquoi j'avais refusé? C'est comme si vous voulez pointer du doigt aux autres. Non, j'avais refusé personnellement parce que je ne voulais pas être face à un conflit d'intérêts. Okay. Je ne voulais pas être pratiquement à la solde du gouverneur. Je voulais que je sois affranchi, que je puisse faire mon travail. Je parle de moi. Donc, il y avait certaines personnes qui étaient à la solde du gouverneur. Je parle de moi. Okay. Vous comprenez? Donc, moi, je ne peux pas répondre... personnellement, je ne dirais pas que notre gestion était calamiteuse. Mais je ne peux pas non plus répondre des ratés, justement, de cette gestion-là, personnellement. Donc, individuellement, j'ai fait mon travail, mais il y a aussi une réalité. Vous savez, dans des assemblées parlementaires, selon nos règlements intérieurs, que ce soit les assemblées provinciales, que ce soit l'Assemblée nationale, les vice-présidents, c'est pratiquement les supplétifs du président. Okay. Les vice-présidents remplacent les présidents lorsque celui-ci est absent. Mais il n'a pas tous les attributs du président. Ça n'a jamais été le cas sous votre mandat? Vous n'avez jamais remplacé votre président? J'ai renchéri. Okay. Il remplace, mais il n'a pas tous les attributs du président. Par exemple, les finances sont gérées pratiquement dans toutes les assemblées. Hein. C'est ce qu'on a trouvé, c'est ce qui s'est pérennisé jusqu'à aujourd'hui, sont gérées par le président et les questeurs. Pas les vices? Non. Les vices, il y a des choses qui lui passent, qui passent sous les projecteurs. Des choses qu'il ne maîtrise pas, notamment les finances. Je vous raconte une anecdote. Lorsque les députés avaient déchu notre président, le président Godin Poy. Je peux avoir la photo de Godin Poy, s'il vous plaît. À l'époque, moi qui assumais l'intérim, mais je n'ai pas pu accéder justement au compte de l'Assemblée provinciale. J'ai écrit à la banque et la banque m'a réservé une fin de non-recevoir. Au motif que je ne suis pas l'interface de l'Assemblée par rapport à la banque, de l'Assemblée et la banque. Donc tout était verrouillé. Donc il y a les présidents et les questeurs qui gèrent les finances, il y a les présidents qui engagent l'institution. Ce n'est pas les vice-présidents, ni les premiers vice-présidents au niveau de l'Assemblée nationale. Alors j'aimerais savoir, parce que ça fait couler beaucoup d'encre et salive, les dernières révélations de l'ancien gouverneur Godin Poy et Jean-Tini Ngobila. Il y a sur la toile, il y a Godin Poy qui a répondu aussi. Qu'est-ce qui se passe au juste? Voilà, j'ai suivi comme vous à travers les réseaux sociaux. Vous l'avez si bien dit dès l'entame que j'étais en déplacement. J'ai suivi aussi comme tous les Congolais à travers les réseaux sociaux les accusations venant, je crois c'est de la Cour de compte, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Moi personnellement, en tant que vice-président, j'aurais du mal à infirmer comme à confirmer le fait ou les accusations. Dans la mesure où la justice est déjà saisie, j'ai suivi le président Godet, disant qu'il a saisi la justice pour que celle-ci puisse tirer au clair ces accusations, cette situation-là. Donc je ne saurais pas opiner par rapport à cela. Je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas non plus que c'est vrai, mais tout ce que je sais, les contrats relatifs au marché, au grand marché, a été fait selon les règles, en respectant les règles. La procédure a été suivie. Donc, si la Cour des comptes, à travers justement ces enquêtes, conclut qu'il y a eu de malversations, il y a eu de pots de vin, etc.,
il y a eu des sommes d'argent colossales qui ont été versées dans les comptes de X et Y. Je crois qu'il reviendra à la justice d'établir les responsabilités des uns des autres. Quand vous dites que la procédure a été bien respectée, savez-vous que s'il y a des problèmes, Tibalabala et son président, vous pouvez comparaître? Non, non. Vous savez, les responsabilités en termes de gestion sont collectives lorsque vous interagissez, lorsque vous prenez ensemble une décision. Mais pour des décisions qui ont été prises individuellement par le président, je crois qu'il en est les seuls responsables. Il en est les seuls à y répondre si jamais il y a des accusations là-dessus. Dans cette histoire, Tibalabala, l'ancien vice-président de l'APK de Kinshasa, ne se reproche de rien. Rien du tout. S'il y a des problèmes, sinon je serais cité. Donc s'il y a des problèmes, c'est le président Godempo. Sinon je serais cité. Okay. Donc vous comprenez. Sinon je serais cité. Donc nos attributions sont réglementaires. Donc vous ne pouvez pas marcher sous le plate-bande de l'autre. Et par rapport à mes attributions, reprochez-moi de n'avoir pas bien géré les groupes parlementaires. Reprochez-moi par exemple d'avoir été inefficace quant au contrôle parlementaire, vous comprenez, quant au social de l'Assemblée. Et là aussi, j'aurai des arguments mâchus à émettre là-dessus. Donc, ne reprochez pas par exemple d'avoir engagé l'Assemblée provinciale. Là, c'est vous me donnez les attributions qui ne sont pas les miennes. Ne me reprochez pas d'avoir signé un contrat avec une tierce personne. Je n'en ai pas la qualité. Est-ce que tous les je n'en ai pas la qualité. Est-ce que tous les contrats signés par l'ancien gouverneur Jean-Tini Ngobila, est-ce qu'il est fait à sa manière où il y avait la participation de l'Assemblée provinciale? Savez-vous quelques contrats qui ont été signés dans les normes? Vous savez, quelques-uns oui, d'autres, en tout cas, l'information nous était parvenue comme ça, les bruits du couloir, etc. Donc vous étiez surpris par certains contrats. En principe, il n'est pas obligé de nous soumettre tous les contrats. Ça, c'est pas réglementaire. Okay. Vous comprenez, des contrats de partenariat, des contrats entre Kinshasa, province, par exemple, comme c'était le cas avec Congo Central, ces contrats nous ont été soumis préalablement. Ce n'est pas tous les contrats qui rentrent justement dans cette procédure d'autorisation préalable de l'Assemblée. Alors, honorable Francis Tibalabala, je précise que présentement, vous êtes député national, vous étiez ancien vice-président de l'Assemblée provinciale. Plusieurs questions sur la ville de Kinshasa. On aimerait quand même le vérifier avec vous, parce que vous avez l'expérience, avoir géré, avoir accès à certains dossiers importants de la ville. Qu'est-ce qui fait que le Kinshasa d'aujourd'hui a des difficultés de revenir Kinshasa la belle? C'est quoi le vrai problème? Voilà, moi je pense que nous devons déconstruire Kinshasa. Déconstruire Kinshasa pour reconstruire plus tard. Nous devons construire une nouvelle ville. Il y a beaucoup d'espace. À Ntsele, à Maluku, Mongafula, partout là-bas, il y a beaucoup d'espace. On peut construire une nouvelle ville de Kinshasa et déconstruire celle-ci. Parce que vous savez, les plans urbanistiques n'ont pas été respectés dans cette ville. Elle a été construite, je parle de constructions qui sont venues après, pas les anciennes constructions de l'époque, mais les constructions qui sont venues après que nous ayons repris les règnes de ces pays, etc., n'ont pas respecté, pas toutes les constructions, mais la plupart d'entre elles n'ont pas respecté les conditions urbanistiques. Vous savez, il y a des zones où on ne construit pas, où on ne peut pas construire. Ce qu'on appelle en droit des zones non édificantes. Malheureusement, on retrouve des maisons, des immeubles qui sortent de terre dans ces zones-là. Il y a ce qu'on appelle des servitudes. Les servitudes de la voie ferrée,
les servitudes des lignes à haute tension, des servitudes des rivières, des servitudes des avenues ou des grandes rues. Ces servitudes ne sont pas respectées. Je salue d'ailleurs la décision du gouvernement de procéder à la démolition de constructions anarchiques ou de constructions qui sont le long de la rivière Ndili. Mais je pense... C'est des décisions épidermiques qui sont. Vous savez, la décision peut paraître épidermique, mais à mon avis, elle est salvatrice. En quoi? Parce que elle est salvatrice, ça va nous éviter justement... Le même gouvernement, c'est le même gouvernement qui a donné l'autorisation de bâtir à ces gens-là. C'est le même gouvernement qui a donné les papiers, les documents à ces gens-là. Mais vous vous réveillez un bon matin, vous dites que nous voulons déconstruire, nous voulons démolir. Savez-vous, est-ce que notre pays, notre gouvernement est en mesure de remettre à ces gens-là leurs moyens, dépenser? Est-ce que vous ne voyez pas que vous allez encore détruire les sociales de Congolais, vous savez, dans la ville de Kinshasa, il y a des constructions qui ont été faites après avoir suivi toute la procédure, des acquisitions qui ont été faites conformément à tous les textes de loi qui régissent les secteurs. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des constructions anarchiques. Il y a un commando qui se réveille le matin, un monsieur, pas commando, commando c'est un groupe de gens, un monsieur là, un courageux qui se réveille le matin, il trouve un lopin de terre, il commence à construire et il n'est pas inquiété. Moi j'en connais plusieurs. Hein. Ah, ok. Et plus tard, ils vont se faire obtenir de papiers, etc. pour couvrir leur forfaiture. Des gens comme ça, on en trouve pratiquement dans tous les coins des rues. Dans plusieurs endroits, il y a des constructions comme ça. S'agissant de ces constructions-là, je crois que l'État est en droit de les démolir. Mais il y a aussi des personnes qui, par la magie justement du lotissement, etc., par la vente de terres, ils ont acquis en bonne et due forme. Et ils ont obtenu tous les papiers possibles, même l'avis urbanistique. Nonobstant le fait que ces constructions sont parfois sur des zones non édificantes. Et ces personnes, vous allez les démolir comme ça et ils vont se retrouver à la belle étoile. Je crois que c'est en violation quand même de lois qui nous régissent. Nous sommes une république. Alors, honorable Francis Tchibalabala, une question directe. Hormis que vous avez à fuir votre milieu naturel, vous étiez en Europe, il semble, vous avez laissé votre peuple dans cette catastrophe. Une question directe, avant d'en parler, on vous reproche, vous, Francis Tchibalabala, Godin Poy et les autres, d'avoir favorisé l'église Shekinah à voler quelques espaces de la ville. Est-ce c'est des fausses accusations ou c'est vrai? Monsieur le journaliste, je vous ai ici nommé les attributions d'un organe délibérant, d'une assemblée. Il y avait les hommes puissants, les gens quand même d'une assemblée, de la ville qui a apaisé pour que Shekinah puisse... Selon ce qui surquille. Les députés sont des contrôleurs. Les députés sont des... ils légifèrent. C'est ça notre mission. Vous comprenez? Dans tout ce toutes ces accusations, je pense qu'elles sont gratuites, dans la mesure où ça va au-delà de nos attributions. Les députés ne gèrent pas la chose publique. Pas du tout. Mais ils peuvent descendre pour aller contrôler vers Fier. Donc Shekinah existe avant notre législature. Mais vous avez favorisé cette église à violer en quoi faisons quelques principes de la ville. En quoi on faisons dit c'est votre bureau. Accusé peut-être s'il y a eu des privilèges pareils. Je crois que le favoritisme. Il faut tirer à boulet rouge sur le gouvernement provincial parce que c'est lui qui gère la ville. Ce n'est pas l'Assemblée. Vous savez, la difficulté que nous avons eue, que les députés provinciaux connaissent, c'est
l'opinion nationale nous confond à l'exécutif. Ok. Lorsque ça ne marche pas, on tire à boulet rouge sur les députés. Ah ben, députés provinciaux, assemblée provinciale, voilà. Mais ils sont plus cléments lorsqu'il s'agit du gouvernement central. Ok. On ne confond pas l'exécutif central à l'Assemblée nationale. Tandis que au niveau de ville, l'opinion ne sait pas que nous sommes deux institutions différentes, avec mission chacune d'entre elles. Donc, je crois que ce sont des accusations gratuites. Déjà, moi je ne suis pas là-bas. Moi, je ne favorise pas l'anarchie. Hein. Vous aimez trop vous laver, mais... non, je ne me lave pas, je ne fais que dire la vérité. Parce que vous êtes député national, j'ai suivi votre collègue dans la profession, qui est ministre aujourd'hui, M. Constant Moutamba, dire qu'il faut essayer de revoir... il semblerait que c'est l'église Shekinah qui a causé un peu tous ces problèmes parce qu'il y a eu les artères, ainsi de suite. Mais vous êtes l'élu de Tiangou. Ce peuple, c'est votre peuple. Est-ce, pensez-vous, que le ministre a raison? Bon, moi j'ai du mal à prolonger les conclusions du ministre, étant donné mais vous l'avez que suivi, vous l'avez suivi? Je ne l'ai pas suivi malheureusement. Okay. Étant donné que je ne l'ai pas suivi, premièrement, et deuxièmement, je ne sais pas sur quoi c'est-il fondé, c'est-il basé. Éclairez-nous, parce que vous étiez moi, l'ancien président de l'APK, aujourd'hui mais c'est ce que je suis en train de dire. Vous êtes du coin. Non. En réalité, je ne saurais reprendre le narratif du ministre, étant donné que je n'ai pas toutes les données entre mes mains. Mais l'élu du coin, donc... ça sera difficile pour moi. La population de ce coin ça sera difficile pour moi de prolonger les accusations contre l'église Shekinah. Mais tout ce que je sais, je vous ai parlé ici des servitudes des rivières. C'est aux experts de nous dire, est-ce que les servitudes ont été respectées? Premièrement. Deuxièmement, il reviendra aux experts de nous dire si la zone sur laquelle Shekinah est construite, cette église est construite, est une zone où on peut construire ou elle est une zone non édificante. À problème. Voilà. Vous comprenez? Et je crois que sur base de ces données-là, je pourrais me positionner par rapport, je pourrais me positionner pour ou contre l'approche du ministre. Donc je ne vais pas ici faire des déclarations l'emporte-pièce, mais ce que je constate, c'est que les constructions anarchiques, les longs de rivières sont plusieurs. On ne respecte pas les servitudes, ni de la voie ferrée. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, avec les projets Métrokin, l'État cherche encore à exproprier ceux qui ont construit en violant les servitudes. La ligne à haute tension, il y a des servitudes. Il ne faut pas attendre les drames pour prendre des mesures draconiennes. Il ne faut pas attendre le drame. À Matadi-Kibala, des gens sont morts. Il y a eu des mesures cosmétiques. Mais est-ce que ces mesures ont été suivies des faits? Point d'interrogation. Quand vous allez à Tchangou là-bas, vers Ntélé, partout là-bas, il y a des gens qui ont construit leurs parcelles sous les lignes à haute tension. Ce qui est contraire à la réglementation, à la matière, et même à la loi foncière. Vous comprenez? Les servitudes n'est pas respectées. Mais il suffit qu'un vent violent ou un ouragan fasse à ce qu'une ligne, par exemple, s'est détachée. Messieurs, vous allez vous griller en quelques secondes. Donc nous attendons qu'il y ait des morts pour prendre des décisions de démolition. Donc gouverner, c'est prévoir. Mais si vous remarquez bien, dans votre circonscription ici, il n'y a pas que du côté de l'église Shekinah. Apparemment, cette catastrophe va avancer. Regardez les maisons sous l'eau. Avez-vous une idée, disons, une proposition à faire à la ville ou soit à l'Assemblée nationale pour éviter le pire? Parce qu'apparemment, il faut
anticiper les drames. Voilà, je devais commencer par ça, excusez-moi. Je commence par présenter mes condoléances à toutes les familles éprouvées. Que vous n'avez pas visité. Oui, je n'ai pas encore visité parce que je viens de rentrer. Et c'est dans ma circonscription aussi. Je crois que je ferai le tour pour réconforter quand même ces familles qui ont perdu les leurs à la suite d'une inaction. Inaction? En effet. Je parle de l'inaction. On aurait pu éviter cela si on avait pris des mesures avant que la catastrophe n'arrive. Si on avait démoli bien avant, si on avait curé les rivières, par exemple. Vous parlez de la démolition. Si on avait interpellé ceux-là qui jettent des immondices dans la rivière, dans des caniveaux. S'il faudrait démolir, vous savez, il faut démolir combien de maisons? Mais écoutez, est-ce que vous comprenez ce que ça peut créer dans la société? Écoutez, aucune somme d'argent ne peut compenser la vie humaine. La vie humaine est sacrée. On ne peut pas évaluer la vie humaine par rapport aux biens matériels, par rapport à l'argent. Ces personnes qui sont mortes là valent plus que tous ces immeubles-là. Et si demain, on retombait dans le même travers et qu'on enregistrait plus de morts que précédemment, que diriez-vous? Donc je pense que pour le bien de la population, pour éviter que nous puissions nous retrouver dans cette situation, ça peut être demain, ça peut être le lendemain, je pense qu'il faut prendre des mesures impopulaires, bien entendu, mais des mesures salvatrices qui vont nous éviter ces genres de choses. Alors, honorable François Tibalabala, on passe à notre sujet. Une question directe. Vous êtes de l'UDPS, député national. Est-ce le gouvernement Tshisekedi était un gouvernement irresponsable? Non, mais comment je dirais que c'est un gouvernement irresponsable? Non, je sais pourquoi je vous ai posé la question. Non, c'est un gouvernement responsable. Qu'est-ce qui prouve, quels sont les éléments qui démontrent qu'un gouvernement est responsable? Voilà, je parle seulement de la catastrophe, de ce qui s'est passé. On a vu le chef de l'État descendre personnellement pour s'enquérir de la situation, pour échanger avec les sinistrés, pour prendre des mesures au profit des sinistrés et des mesures pour prévenir cette catastrophe dans le futur. Ça prouve que c'est un gouvernement responsable. Lorsque des gouvernements est en train de prendre des mesures au bénéfice de la population, je ne dirais pas que c'est un gouvernement irresponsable. Vous comprenez, les exemples sont les gens. Je parle de ces cas parce que c'est les cas les plus récents. Honorable François Tibalabala, vous êtes député national. Je sais que vous êtes un homme honnête. Est-ce votre institution est négligée par l'État? L'Assemblée nationale. Bon, l'Assemblée nationale n'est pas une institution. Il semble que c'est la deuxième institution la plus grande. Non, non, l'Assemblée nationale n'est pas une institution. L'institution, c'est le Parlement. Ok, le Parlement. Il y a l'Assemblée nationale, nous avons un Parlement bicéphale. Il y a le Sénat, il y a l'Assemblée nationale. Dire que l'Assemblée nationale est négligée, je n'ai pas toutes les cartes en main. Je ne saurais pas les dire avec exactitude. Apparemment, vous évitez des problèmes avec les gens bien communs. Parce que... Non, mais pourquoi... Vous ne vous affirmez pas. Vous aimez trop s'abstenir. Non, mais je vous dis ce que je sais. Assumez-vous comme politique. Vous savez, vous savez, ce qui nous tue parfois, les politiques, c'est les sensationnels qui est consubstantiel à notre existence. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de politiques aiment les spectacles. C'est donnant spectacle. Est-ce que c'est le cas de votre... Ils aiment raconter le mensonge. Est-ce que c'est le cas de Moi, je vous dis que je n'ai pas toutes les informations d'une quelconque négligence de notre chambre. Donc, je ne saurais pas vous le dire avec précision. Dans l'opinion... Tout ce que je sais, on a réduit les trains de vie des institutions. Nous, d'ailleurs, c'était avant que le chef d'État ne les dise. Nous avons trouvé nos émoluments réduits sensiblement.
tout ce qu'on raconte dans la rue là, ce sont des affabulations tout simplement. Vous touchez combien? C'est une vue de l'esprit. Vous touchez combien? Les présidents de l'Assemblée avaient déjà avancé le montant que nous touchons. J'ai dit vous, comme député national. Les présidents de l'Assemblée, j'ai tous 14 500 000. 14 en dollars, ça fait pratiquement 5 000 $. 5 000 $. Une question directe. Et on a trouvé ça. Et depuis jusqu'aujourd'hui, c'est le même traitement. Attendez. Je vous informe aujourd'hui qu'il y a beaucoup de nos collègues, notamment ceux qui sont venus de l'intérieur, beaucoup n'ont pas de véhicule après 1 année et demie. Vous savez, la Constitution dit clairement que les élus doivent être bien traités, doivent être dans un confort qui leur permettrait de bien faire leur travail. Les gens pensent que ce n'est qu'au Congo les élus sont bien payés. Renseignez-vous. Sous d'autres cieux, même dans des grandes démocraties, allant en Europe, ils ont plus d'assistants parlementaires que nous autres. Ils ont des cabinets qui sont pris en charge par l'État. Ils ont des frais de mission. Ils ont le moyen de leur politique. Vous savez, les élus, c'est comme l'épine sous les pieds d'un gestionnaire. Un député qui n'est pas bien entretenu risque de se galvauder lors de l'exécution de son travail, de sa mission. Risque de se compromettre. Lorsque les gens plaident pour l'amélioration des conditions de vie des magistrats, c'est à juste titre. Mais il n'y a pas que le magistrat. Tous ceux-là qui ont la mission de faire le contrôle sur les gestionnaires doivent être bien entretenus. Vous touchez plus de 5 000 $, mais un fonctionnaire touche 200, 300. Vous dites que vous... Je vous réponds. Vous dites je que vous réponds rapidement. Je vous réponds rapidement. Vous risquez d'énerver les gens à la maison. Je vous réponds rapidement. Vous savez que nous, députés, nous sommes quasiment substitués à l'exécutif. C'est la population qui nous a mis dans cette situation-là. Lorsque ça ne marche pas, pour des problèmes sociaux, pour des besoins sociaux, on fait recours aux députés. Je vous donne un exemple banal. Okay. Ce n'est même pas banal, je vous donne un exemple. Depuis que je suis rentré, jusqu'aujourd'hui, je suis rentré le lundi soir, aujourd'hui nous sommes jeudi, mais j'ai envoyé de l'argent à plusieurs familles pour enterrer les leurs. Est-ce que c'est le travail d'un député? Cet argent-là, je l'obtiens où? Si ce n'est des émoluments. Mais est-ce qu'avec 5 000 $, je suis en mesure de régler le problème social de mes électeurs? Vous savez, il y a une proximité naturelle entre les députés et les électeurs. C'est comme ça qu'ils viennent, c'est comme ça qu'ils nous atteignent facilement. À la différence de l'exécutif, du gouvernement, un citoyen peut se lever le matin, aller chercher un ministre et le rencontrer, vous êtes sûr? Mais les députés, nous sommes à la portée de nos électeurs. Lorsqu'il y a des problèmes, ces problèmes-là, des catastrophes par exemple, on a vu beaucoup d'élus qui ont apporté de biens. Où est-ce qu'ils ont trouvé cet argent-là? Sauf vous. Justement, j'étais à l'étranger. Je comprends que vous avez abandonné votre c'est arrivé pendant que j'étais absent du pays. Donc, vous comprenez? Il faut qu'on vous paye bien parce que c'est la Constitution. Ah, écoutez, parce que vous ne mangez pas seul, vous ne pouvez pas seul. Écoutez, monsieur le journaliste, c'est la Constitution qui l'a dit, ce n'est pas moi. Vous savez, cette Constitution-là a été votée par référendum. La majorité de la population avait dit oui à cette Constitution. Si les Congolais étaient contre justement cet attendu de la Constitution qui parle du traitement des députés, n'allez pas voter oui, au référendum. Nous devons être responsables, nous ne devons pas nous dédire. D'un côté on dit oui, de l'autre on critique, non. Honorable Francis Tchibalabala, une question directe.
il y a une opinion qui pense que votre président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, c'est un alarmiste. Il travaille contre le pouvoir. Il a un discours qui fait haïr les chefs de l'État. Vous, vous êtes de l'UDPS. Quand il dit qu'il faut considérer l'Assemblée nationale, on ne peut pas travailler dans des conditions pareilles, sans papier, parce qu'on ne considère pas. Il y a votre collègue du parti, Doudou Fomba, qui est ministre des Finances, qui dit ils ont tout payé, ils n'ont pas de dettes du Parlement. Pensez-vous que politiquement, Kamerhe est venu à Tshisekedi? Bon, d'abord, premièrement, je ne suis pas dans les secrets des dieux. Je ne gère pas les finances de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas combien le gouvernement envoie à l'Assemblée nationale. C'est difficile pour moi de vous dire avec exactitude. Mais il y a le ministre qui a donné les éléments. Il y a eu une commission qui était chargée d'auditer la gestion du bureau. Malheureusement, j'étais à l'étranger, je n'ai pas fait partie de cette commission-là. Physiquement, je ne pouvais pas être là. Et la plénière, la dernière plénière, je crois qu'ils avaient aussi parlé de ces dossiers-là. Non, avant l'avant-dernière plénière. J'y étais pas non plus. Donc, je n'ai pas tous les éléments. Je pense que nous devons être responsables. Il y a des canaux par lesquels les responsables des institutions s'entretiennent. L'opinion n'a pas besoin de savoir ce qui se passe dans notre assemblée, s'agissant par exemple de droits, s'agissant de ce qui nous revient naturellement, vous comprenez. S'il y a des choses qui ne se passent pas comme elles auraient dû se passer, je crois qu'il y a quand même il y a des réunions interinstitutionnelles qui s'organisent, il y a d'autres canaux qu'on pouvait utiliser. Je ne saurais pas non plus lui prêter des intentions s'il est réellement en train de travailler contre le président ou pas. Mais je sais que ça ne sera pas facile aussi de travailler contre le président. Le président a une majorité écrasante au sein de cette assemblée. Mais Kamerhe peut la renverser si. Impossible. Impossible comment? Impossible. Il est le président, il a été élu avec autant de voix. Je vous dis que c'est impossible. Il y a des députés qui J'ai été membre d'un bureau. Il a été élu par ses députés. J'ai été membre d'un bureau. Vous voulez dire quoi? Les règlements intérieurs accordent une voix à chaque élu. Que vous soyez du bureau, que vous soyez député simple. Si on doit soumettre une question aux voix, le président a une seule voix, comme les députés, comme moi, député qui n'a pas de fonction au sein de l'Assemblée. Par quelle magie va-t-il renverser la vapeur? C'est un leader. Je ne pense pas. Alors, et il n'en a pas non plus l'intention, parce que ça serait à ses risques et périls. Hein. Il ne faut pas l'intimider. Alors, monsieur... non, je ne l'intimide pas, j'ai dit des choses telles qu'elles sont. Monsieur Francis Tibalabala, il y a quand même l'actualité sur cette histoire de l'Est. Vous avez suivi les derniers conseils de sécurité. La France a même demandé à ce qu'il y ait les dialogues voulus par la SENCO et l'ECC. Il y a eu Monseigneur Fulgence Muteba qui a dit qu'ils étaient soutenus par le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Pensez-vous que la messe est déjà dite? On finira par ces dialogues. Vous savez, moi je considère que nous devons nous conformer à la résolution 2773. C'est une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies auquel tous les États sont contraints, sont censés respecter. Et à laquelle, excusez-moi, à laquelle tous les États sont censés respecter.
Et une initiative de la SENCO ne peut quand même pas supplanter une résolution des Nations Unies. Mais l'initiative de la SENCO, il y a eu plus les adhérents, donc les éléments de la crise. Vous savez, la résolution des Nations Unies et consorts. La résolution des Nations Unies a déjà planté le décor. C'est une mixiture du sommet de Luanda et de Nairobi. Et celui de Nairobi. C'est-à-dire, toutes les questions sont déjà dans ces deux assises-là. Je ne vois pas pourquoi, je ne vois pas l'opportunité justement de cela. Moi, j'ai commencé depuis qu'ils ont commencé leur mission, je parle de la SENCO, les CC, je me suis positionné contre ces démarches. C'est une démarche que je considère suicidaire pour notre démocratie. C'est des prélats, les hommes de l'Église, les hommes d'épée. Une démarche suicidaire pour notre démocratie. Vous savez, à un moment donné, nous devons regarder dans le rétroviseur. Regarder ce qui s'est passé, nous inspirer du passé pour éviter à l'avenir de retomber dans les travers du passé. Nous avons opté pour la démocratie. Le schéma de la SENCO est un déni de démocratie, une dénégation de règles démocratiques. Il y a un président qui a été élu avec 73%, 74% par la population. Il a un mandat de 5 ans. Sur le plan calendaire, bien sûr. Laissez-les finir son mandat. Lorsque il y a des acteurs politiques qui font des propositions du genre que les problèmes c'est le président Tshisekedi, qui un narratif qui est un contresens historique, qui est en déphasage avec le factuel. D'où tire-t-il cette proposition-là de demander au chef de l'État en fonction de se mettre sur la touche et organiser une transition, etc. Déjà, ces propositions-là, les appliquer serait un coup fatal qu'on aurait à s'aimer à notre démocratie. Laissons les facilitateurs désignés. Il y a un facilitateur qui a même rencontré le chef de l'État. Le président du Togo. Voilà. Laissons-les faire son travail. Je pense qu'il y aura des débouchés par rapport à cette initiative, à la résolution 2773, plutôt que aller se pavaner ou se fourvoyer dans une initiative des hommes qui, à la base, ne sont pas au milieu du village. Est-ce que le président togolais a les biceps historiques pour essayer un peu de calmer les jeux, mettre les gens ensemble et trouver la paix? Il semble qu'il n'a pas assez le poids, il fallait plutôt trouver même Sassou Nguesso, c'est lui qui connaît quand même. Bon, vous savez, en négociation, il faut avoir l'art d'organiser une négociation. Il faut avoir l'art de la facilitation. Mais il n'a pas l'expérience dans la région, contrairement au vieux loup. Non. C'est un jeune président qu'on a désigné. Vous savez, la qualité première d'un facilitateur, c'est de connaître d'abord les protagonistes. De connaître leur motivation. Et enfin, d'être réellement l'église au milieu du village. Ça s'appelle facilitation. On ne peut pas rabibocher les protagonistes tout en ayant un penchant pour l'un aux dépens de l'autre. Vous comprenez? Et les facilitateurs doivent avoir pour boussole les lois internationales. Parce qu'en réalité, nous sommes en face d'un conflit international. Nous sommes agressés par le Rwanda. Que disent les textes internationaux? Que dit le droit international?
Vous savez, si les facilitateurs lèvent l'option de contourner ou refusent d'être légaliste, je crois que il risquera de se retrouver dans un engrenage difficile à en ressortir. Donc il faut ne plus faire confiance au dialogue ou le pour parler de Doha. On ne peut pas. Doha, parce que Doha aussi, c'est toujours... Non, vous savez, Doha, moi je soutiens aussi Doha. Okay. En diplomatie ou en relations internationales, il y a ce qu'on appelle la diplomatie de la navette. Okay. Il y a un facilitateur qui se propose pour régler le conflit entre protagonistes, entre belligérants. Vous comprenez? Et généralement, ça aboutit aussi. Tout dépend de la position des Doha par rapport au Rwanda, par rapport à la RDC. Aujourd'hui, Doha a les soft power. C'est reconnu au monde entier. Aujourd'hui, il a cette puissance-là de mettre ensemble les chefs d'État qui se regardent en chien de défaillance. Non, mais les gens considèrent, les opposants considèrent les Qatariens comme des receleurs qui veulent tout simplement... ils ont appelé les propriétaires et la personne qui a volé, et c'est les receleurs qui veulent vous trouver des solutions. Est-ce que vous trouvez ça... Mais écoutez... Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une humiliation? Un receleur, vous savez, il y a des receleurs de bonne foi. Vous dites? Il y a des receleurs de bonne foi. Ah, ok. Il y a aussi des receleurs de mauvaise foi. Ça veut dire, je donne un exemple. Vous savez que le caméraman a volé ma ceinture. Vous savez que c'est ma ceinture. Mais vous acceptez quand même de l'acheter. Vous êtes receleur de mauvaise foi. Il y a des receleurs, vous vous trouvez dans une posture de receleur, tout simplement parce que vous n'aviez pas l'intention, ou vous n'aviez pas à l'idée que celui qui vous a vendu la ceinture était voleur. Vous pensiez qu'il en était les propriétaires. C'est le cas? Je ne dis pas que c'est le cas, mais ça peut être le cas aussi. Et ces derniers, je parle de... Si vous dites que ce n'est pas le cas, donc vous l'avez Kagame qui a volé nos minéraux, il a vendu ça au Qatariens, donc Kagame n'est pas un voleur. Les Rwandais sont en train de nous suivre. Non, vous ne m'avez pas compris. Okay. Ici, on parle de Doha. Doha? J'ai dit que Doha... Attendez, vous dites, il y a le receleur de bonne foi. Voilà. Par exemple, vous avez dit, un receleur qui a acheté un bien qui ne savait pas que c'était pas les biens de la personne qui lui a vendu. Ouais. Quand il constate que non, ce n'est pas son bien, ces receleurs peuvent vous le rendre. Alors, dans ces cas ici, les receleurs savent que c'est Kagame qui est le voleur. S'il vous plaît. On a identifié le voleur. Kagame mais on appelle les propriétaires et les voleurs, c'est les receleurs qui veulent réconcilier. Non, Kagame a fait miroiter aux gens, a dit à qui voulait l'entendre que son sol regorge aussi des métaux rares, regorge des minerais. On a vu lorsqu'il a reçu les sénateurs américains qui étaient ici, il lui a fait visiter sa raffinerie d'or ou quoi, je ne sais pas, pour lui faire changer d'avis par rapport à ces narratifs qui consistent à incriminer le Rwanda comme étant les voleurs, comme étant celui qui fait même bas sur nos richesses. Doha pourrait être aussi désorienté dans ce sens-là. C'est là que je dis, si c'est un receleur des bandes de foi et qui se propose de réconcilier le président Tshisekedi au président Kagame, je trouve que cette initiative est la bienvenue. Alors, il y a la déclaration de l'envoyé spécial de Donald Trump qui a dit il faut que Kagame et le Rwanda cessent de soutenir le M23. Ils veulent qu'il y ait la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais nous avons un autre politicien qui a pensé à lâcher un débat sur la place publique du fédéralisme, M. Olivier Kamitatou. Il semble que
le fédéralisme serait une meilleure solution pour que le Congo puisse se développer. C'est une nouvelle balkanisation? Vous savez, moi personnellement, lorsque j'ai suivi M. Kamitatu, l'ancien président de l'Assemblée nationale, j'étais tombé des nues. Vous dites? J'étais tombé des nues lorsque je l'ai écouté faire l'apologie du fédéralisme. C'est un intellectuel congolais. Vous savez pourquoi j'étais sidéré? C'est tout simplement parce que lorsque le chef de l'État s'est adressé à la population en disant qu'on doit rétoquer l'actuelle constitution, mais Kamitatu et consorts étaient les premiers à s'y opposer. Lorsque nous disions que s'il faut, pour l'intérêt de la nation, détricoter l'article 220 de la Constitution, nous allons le faire. Ils nous ont taxés pour des gens qui voulaient s'éterniser au pouvoir. Mais posez la question à M. Kamitatu. Par quelle magie nous allons nous retrouver dans le fédéralisme? S'il faut maintenir la Constitution actuelle, comment allons-nous nous retrouver dans un État fédéral? Donc, on ne peut pas changer le régime si on ne change pas la Constitution. Naturellement. Ok. Est-ce que Kamitatu ne sait pas ça? C'est la mauvaise foi tout simplement. Vous savez, l'article 220 rend intangible les matières qui y sont contenues. Parmi ces matières, il y a la forme de l'État. C'est-à-dire le fédéralisme va nous conduire à réformer l'article 220 alors qu'il est intangible, va nous conduire à doter notre pays d'une nouvelle constitution. D'ailleurs, s'agissant du fédéralisme, nous avons les États fédérés et l'État fédéral. Chaque État a sa constitution. Les États fédérés ont leur constitution. Ils ont leur loi qui les régit. Ils ont leur loi. L'État fédéral aussi. Et ces constitutions s'équivalent quasiment. La constitution de l'État fédéral et des États fédérés. Et je pense que ils ont rejoint l'approche du président de la République s'agissant justement de la constitution actuelle. Le chef de l'État avait ouvert le bal. Le chef de l'État avait donné l'occasion à tous les intellectuels congolais, que vous soyez de l'opposition comme de la majorité, de venir apporter votre pierre à l'édifice, réfléchir sur les biens fondés de la constitution actuelle. Mais ils ne lui ont pas donné l'occasion. Ils l'ont taxé de tout le nom. Donc, on peut confirmer, quand les gens du pouvoir, vous dites que les opposants congolais et les M23, ils ont le même cahier de charges, de balkaniser le Congo. Pas tous les opposants congolais. La majorité. Katumbi, c'est un opposant, Kamitatu, c'est un opposant. Je vous disais ici, lors d'une précédente émission, que nous avons des patriotes des papiers. Patriotes? Des papiers. Mais pas Kabila, quand même. Nous avons des Congolais qui se réclament comme tels, mais dans le fond, ils servent les intérêts du Rwanda, les intérêts des étrangers. Ce sont des affidés du Rwanda. Vous constaterez que depuis que la crise a atteint son paroxysme, le narratif rwandais est relayé par les M23 et prolongé par Ensemble pour la République et ses opposants de pacotille, et comme point de chute est corroboré par l'ancien président Kabila. Donc ça veut dire que ils sont ensemble, ils parlent d'une seule voix, s'agissant de mettre en difficulté les intérêts des Congolais. Donc vous les considérez comme des Siamois.
ça m'amène à vous poser la toute dernière question. Monsieur Francis Tibalabala, je précise qu'il est député national, ancien vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'élu de Tchangou. Une question directe, parce que vous dites que Joseph Kabila est de mèche avec le M23, il semblerait que c'est leur patron. Pourquoi vous les mettez mal à l'aise, lui et sa famille? Persécution, et chez lui à la maison, vous entrez à Kingakati, vous dérangez la paix de sa famille. Lui-même vous a demandé d'aller devant la justice si vous avez des preuves. Pourquoi vous voulez créer une guerre qui ne dira pas son nom? Voilà. J'aimerais d'abord, c'est juste une parenthèse, hein, par rapport à la loi portant protection des anciens chefs d'État. Ce n'est pas une carte blanche en soi. Ce n'est pas un blanc-seing qu'on aurait remis à un ancien président de commettre n'importe quelle infraction après son mandat. Je parle d'ancien chef d'État. Cette loi n'immunise l'ancien président que pour des faits commis tout au long de sa gestion. Lorsque vous êtes au-delà de votre gestion et que vous commettez des infractions du droit commun, où vous êtes soupçonné, comme c'est le cas par exemple, d'être les metteurs en scène de l'AFC ou les patrons de l'AFC, je crois qu'il est en droit pour notre justice d'enquêter sur l'authenticité de ces accusations. Il y a un dossier ouvert par rapport à la clameur publique, par rapport aux dénonciations qu'il y a eu, et la justice s'est jetée à l'eau tout simplement parce qu'il fallait qu'elle enquête, qu'elle puisse établir la culpabilité ou pas de monsieur Kabila. Donc vous n'allez pas quand même interdire à la justice. Nous sommes dans une république. Dans une république, il y a des règles qu'il faut respecter. La justice, c'est pratiquement l'église au milieu du village. Elle n'instruit pas seulement à charge, elle instruit aussi à décharge. La même justice, au vu de tous les éléments qu'elle aura réunis, peut soit classer les dossiers, soit envoyer les dossiers auprès de son juge naturel, si jamais les faits sont établis. Donc, nous ne devons pas crier à l'acharnement si nous sommes républicains, si nous sommes réellement démocrates. Dans une démocratie, tous les citoyens, de la cave au grenier, doivent être soumis à la loi. Merci, doivent être soumis à la loi. Ça me pousse de vous poser cette question qui va vous demander seulement de répondre en une minute. Regardez la caméra. Tout citoyen doit respecter la loi de la République. Matata Pogno, hier, je l'ai suivi. Il a dit, il vous a demandé, vous le député national, que vous puissiez se faire respecter. Il a été devant la Cour constitutionnelle par sa bonne volonté. Vous êtes député national, homme de droit. Pensez-vous que les immunités d'un député peut empêcher la justice à faire son travail? Les immunités ne peuvent pas empêcher la justice à faire son travail, mais peuvent retarder l'action de la justice. Dans la mesure où une personne qui est bénéficiaire des immunités ne peut pas être poursuivie n'importe comment, sans respect des textes. Il faut que ces immunités soient levées. Vous comprenez? Dans les cas de Matata, il y a une violation. Excepté les cas de flagrance. Lorsqu'il y a flagrance, les immunités ne comptent pas. Se faire respecter, c'est d'abord être maniaque de l'orthodoxie du respect de loi de la République. Je poursuis en disant que les immunités ne peuvent pas être prises
prise comme étant une carte blanche. Un bouclier. Qui donnerait justement l'approbation à tout acte commis par un élu ou par un bénéficiaire des immunités. C'est là que je dis, si vous voulez qu'on vous respecte, commencez par respecter les lois de la République. Question, est-ce dans le cas de Matata, la Cour constitutionnelle a-t-il violé les lois de la République? Parce que c'est un député national, vous savez, il ne pouvait pas se présenter là-bas selon le vouloir de la Cour. Selon lui, il fallait qu'on puisse lever ses immunités. Ici, je crois qu'il y aura un débat d'école. S'agissant de mon école à moi, je pense que en droit, on peut y renoncer. On peut renoncer à un droit. Vous êtes couvert des immunités, mais vous acceptez volontiers de vous présenter à la justice. Ça veut par extension dire que vous avez renoncé à votre droit. Vous ne pouvez plus dire, voilà, excusez-moi, c'était par saut d'humeur que je m'étais présenté devant la justice, je vous conseillerais maintenant de suivre la procédure. Non, vous avez renoncé à ce droit. C'est comme lorsque vous êtes victime. Vous êtes victime d'une injustice ou d'un acte commis par quelqu'un et que naturellement, ces faits-là doivent entraîner réparation. Vous êtes en droit soit de réclamer la réparation, soit d'y renoncer. Mais lorsque vous renoncez à ce qui vous revient de droit, ne rebondissez plus. Merci, honorable Francis Chibalabala. Vous avez compris, c'est un débat d'école par rapport à son approche. Quand vous renoncez à votre droit, il ne faut plus y revenir. Donc, Matata Ponyo doit continuer le procès. APG au peuple de juger. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Il s'appelle honorable Francis Chibalabala, député national, ancien vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'élu de Tchangou, malgré ses électeurs les réclament jusqu'aujourd'hui. Il est toujours chez lui dans un bureau climatisé. Ses électeurs sont en train Non, je suis chez moi à Massina, pas dans un bureau climatisé. Merci d'avoir répondu à notre invitation également. Merci à l'équipe qui m'a accompagné. Jacob derrière la caméra avec son frère qui était de l'autre côté et aussi côté Régie, la grande équipe qui était là. Une autre RDC possible. Cette émission, vous allez suivre ça encore à 20h30 ici sur Communication Plus, 20h et 16h sur 10e rue Télévision et plusieurs chaînes qui nous prennent en relais. L'émission est déjà en ligne. Abonnez-vous, laissez vos commentaires. Est-ce tout ce qu'il a dit? Il a raison. Au revoir. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité